RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Alors notre invité ce soir, Benjamin Griveaux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes porte-parole d'Emmanuel Macron. Donc François Bayrou, c'est fait, il vous soutient et vous en voilà ravi. Le programme économique était attendu, c'est fait, avec comme point important 60 milliards d'économies, 50 milliards d'investissements publics. Bref, moins d'économies que Fillon, mais des économies quand même. Un plan de relance, un coup à droite, un coup à gauche. Certains à gauche, on dira qu'il est de droite, à droite, on dira qu'il est de gauche. Macron n'est ni étiqueté à gauche et à droite. Tout cela saupoudré d'antisystème, habillé de nouveautés et d'esthétisme. En matière européenne, eh bien, il a une vision raisonnable. Justement, on a l'impression d'un programme aussi raisonnable, mais certains diront que c'est de l'eau tiède. Alors, c'est quoi la flamme Macron? En 95, c'est vrai qu'il y avait la fracture sociale. En 2007, le travailler plus pour gagner plus. En 2012, la finance, c'est mon ennemi. 2017, Macron, dans le fond, la martingale, c'est quoi? C'est quoi la vision du candidat? Est-ce que c'est le Steve Jobs de la politique? Toutes ces questions, on va essayer de percer le mystère avec vous et avec Frédéric. Et oui, Benjamin Griveaux, c'est vrai que Emmanuel Macron est arrivé sans crier gare, il y a quelques mois maintenant. Et en préparant cette émission, avec Roselyne, on a pensé à ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Il a un drôle d'accent, ce gars-là. Il a une drôle de voix. On va pas se laisser faire, les gars. Pierre Vassili, 1974, il était pas né. 1974, mais on dirait quand même qu'elle a été écrite pour lui, cette chanson, non? Qu'est-ce que c'est que ce gars? D'où il sort? On va pas le laisser faire. Il a une drôle de voix. On pourrait y revenir d'un mot, puisqu'il a pris un coach vocal. C'est étonnant, non? C'est étonnant et je crois que c'est aussi le climat général de la politique française qui a permis ça. Et on en est très conscient, c'est-à-dire que quand il a l'idée et qu'il conçoit le mouvement En Marche, l'intuition qui est la sienne, c'est que les deux grands partis traditionnels, finalement, qui depuis 30 ans jouent le jeu de l'alternance, n'ont pas réglé les questions idéologiques profondes qui, en leur sein, créent des divisions structurelles. Sur l'Europe, sur le modèle économique et social, sur l'état de droit, sur les questions de société. Vous avez à gauche et à droite des fractures très fortes, qui d'ailleurs se sont fait jour lors des primaires. Le soir du 27 novembre, la droite sociale, européenne et libérale était orpheline. Et le soir du 29 janvier, la gauche qui part du réel, pragmatique, réformiste, à nouveau pro-européenne, était aussi orpheline. Donc il joue sur la décomposition de la classe politique et face au populisme, le centrisme a ses chances? Il n'en joue pas, il l'a constaté et il essaie de la dépasser. Et c'est là la difficulté. Vous mentionniez tout à l'heure en nous disant mais quel finalement va être le slogan de cette campagne, etc. Parce que là, pour l'instant, il est sorti des nuages. On a su de faire une campagne sans slogan parce qu'en 95, la fracture sociale, 6 mois après, c'était le plan Juppé. En 2007, le travailler plus pour gagner plus, c'était le plan de rigueur qui a suivi. Et en 2012, la finance est mon ennemi était oublié dans l'été. Les Français n'attendent pas, au regard de la tension qu'il y a politique, économique et sociale dans le pays, une campagne de slogans. Ils souhaitent une campagne projet contre projet. On nous a suffisamment fait le reproche de ne pas avoir de projet. Le programme sera présenté dans sa totalité jeudi, donc après-demain. Et le programme économique est sur la table. Notre cadrage budgétaire à nous a été fait, il ne bougera pas. Et le gros avantage du programme présenté le 2 mars, c'est qu'à nouveau, il ne bougera pas, contrairement aux autres. Alors, Emmanuel Macron ne se dit pas ni de droite ni de gauche, mais et de droite et de gauche. Est-ce que ça ne s'appelle pas, au fond, ça, l'union nationale? C'est une forme d'union des progressistes. Ils considèrent que le clivage gauche-droite a vécu, que sans doute ça n'est plus la bonne grille d'analyse du monde moderne. Parce que moi, je ne sais pas dire aujourd'hui si, quand vous faites le choix, par exemple, de mieux rémunérer le travail, c'est une mesure de gauche ou de droite. Je ne sais pas si quand vous mettez en place une police de sécurité quotidienne qui, par exemple, a l'autorisation de verbaliser immédiatement des petits délits, des petites incivilités, c'est de gauche ou de droite. Je pense que vous avez cette ligne de fracture qui s'est fait jour dans les 10 dernières années entre les progressistes d'un côté et les conservateurs, plutôt eurosceptiques, disons-le, dans leur majorité. Il est aujourd'hui, à ce stade, le seul candidat ouvertement européen. Les autres sont au mieux eurosceptiques, au pire souverainistes. Mais alors, ce qu'on peut lui reprocher, c'est ce que
lui a reproché, par exemple, même dans mon papier dans Télos, Jean-Louis Bourlange, où il dit, dans le fond, il est en suspension entre ciel et terre. Il y a cette connotation mystique où il confond un peu la mystique et la politique. Est-ce que c'est ça, dans le fond, la martingale Macron, c'est-à-dire ce qui va, un candidat de l'esthétisme qui est sérieux, effectivement, sur les sujets d'économie, sur l'Europe, vous l'avez dit, vous avez raison. Voilà, qu'est-ce que c'est quoi Macron, en fait ? Une élection présidentielle, c'est évidemment une offre politique, c'est un projet politique, et c'est aussi un moment où il y a une rencontre entre un peuple, à un moment de son histoire, et une personnalité. Et nier cette dimension-là de l'élection présidentielle, c'est ne pas avoir compris l'esprit de nos institutions. On peut regretter que la Ve République fonctionne sur ce schéma présidentiel. Il n'en reste pas moins que cette élection reste l'élection... Donc c'est un homme providentiel. Non, ça n'est pas ça. Ça reste l'élection où vous avez 80% de participation. Les Français sont à ce rendez-vous électoral. Et considérer que la dimension personnelle, et on l'a vu dans les dernières semaines, pourquoi François Fillon connaît des difficultés ? Parce que dans sa dimension personnelle, il a été attaqué sur le magistère moral. Il a perdu de ce magistère-là qu'il mettait en avant pour dire qu'il avait les épaules pour assumer les plus hautes fonctions de l'État. Et donc, nier la dimension personnelle, c'est ne pas comprendre cette élection. Elle ne se fait pas que là-dessus. C'est évident. Les Français sont des gens intelligents, ils écoutent les programmes, ils les comparent. Les médias, aujourd'hui, permettent d'ailleurs ce travail-là. Et s'il y en a un qui ne fait pas siffler les contre-pouvoirs que sont les médias dans ces meetings, c'est bien Emmanuel Macron. Les réseaux sociaux, avec ce que cela comporte parfois d'informations erronées, de sites pour le moins douteux, permettent en tout cas de faire ce travail, cet exercice d'hygiène démocratique pour nos compatriotes, et c'est aussi cela, cette élection. Mais est-ce que le clivage politique gauche-droite qui fonctionne en France depuis des décennies n'est pas, au fond, nécessaire à la démocratie ? Moi, je ne crois pas, parce que... Si ce clivage-là disparaît, qu'est-ce qui reste ? Vous savez, la gauche et la droite ont confisqué la devise républicaine depuis 30 ans. Quand vous êtes de droite, vous êtes pour la liberté, la production et la responsabilité individuelle. Quand vous êtes de gauche, vous êtes structurellement pour l'égalité et pour la redistribution. Mais qui peut croire, honnêtement, qu'on redistribuera sans produire ? Qui peut croire que, quand vous mettez de la liberté uniquement sur la table, vous ne créez pas une loi de la jungle et que, évidemment, vous avez des besoins de protection en face ? C'est dans cet équilibre-là, c'est dans cette conjugaison de nos deux premiers mots de notre devise républicaine qu'on peut réconcilier le pays. Pourquoi ce pays est bloqué ? Parce que soit on a fait la loi de la jungle et ça ne fonctionne pas, soit on a bloqué la société avec des principes statutaires et avec des plafonds de verre. Franchement, la mise en œuvre, par exemple, de l'égalité républicaine, quand vous voyez aujourd'hui que les gamins à l'école, dans certains quartiers, vous avez 40% d'échecs scolaires en fin de CM2, ça montre bien que le principe d'égalité qui est de faire la même chose pour tous ne fonctionne plus et qu'il faut lui associer un principe d'équité sans doute un peu différent. Donc les choses sont en train de bouger. Sans clivage, l'alternance, comment elle fonctionne ? Mais il y a un clivage. Entre les progressistes et les conservateurs. Non, entre les progressistes et les conservateurs, on a un clivage politique majeur avec Marine Le Pen. On a un clivage politique majeur avec les souverainistes. On a un clivage politique majeur avec Jean-Luc Mélenchon, avec le revenu universel défendu par Benoît Hamon, parce que nous ne croyons pas à une société sans travail. Voilà les clivages qui sont aujourd'hui sur la table. Ce ne sont plus des clivages gauche-droite. Alors, vous parliez de réconciliation. Alors, c'est bien, être élu, c'est encore mieux, mais après, il faut gouverner. Et aujourd'hui, donc, les deux personnalités en tête dans les sondages, donc au premier tour, c'est Marine Le Pen, suivie d'Emmanuel Macron. Donc, deux candidats qui gouverneront avec quelle majorité s'ils sont élus. Si Marine Le Pen, on sait très bien qu'elle n'a pas de troupe et la personne pour gouverner, elle n'a pas de majorité. Et Emmanuel Macron... Elle n'a pas de troupe, elle a entre 25 et 30% d'intention de vote. Et nous, on a 200 000 adhérents à notre mouvement. J'entends bien, mais c'est pas pour des ministres. Voilà. Alors, il y a deux choses. D'abord, la question des élections législatives. D'abord, la question des élections législatives, qui est que seront portés par nos candidats le contrat avec la nation présenté par Emmanuel Macron jeudi matin. Et c'est dans ce cadre-là qu'on présentera des candidats dans les 577 circonscriptions, estampillés En Marche, la moitié venue des bancs de la société civile. Vous en êtes où d'ailleurs sur les... On a reçu à peu près 10 000 candidatures qui sont en train d'être examinées par la Commission nationale d'investiture, présidée par Jean-Paul Delevoye. La moitié de ces candidats seront des gens issus de la société civile et pour l'autre moitié, des gens qui sont soit des parlementaires sortants,
de l'ensemble du champ républicain, soit des élus locaux qui, dans leur territoire, ont réussi à opérer des transformations importantes et qui, demain, peuvent aspirer Donc pas à de être risque de parlementaires. cohabitation si vous êtes élu. Écoutez, nous, on a une offre politique cohérente. La cohabitation, j'ai quand même le sentiment, quand je vois ce qui se passe au Parti socialiste et que j'entends les propos des uns et des autres On va sur le les programme de écouter, Benoît Hamon, ou quand je vois les discussions d'arrière-boutique entre l'UDI et François Fillon, mon sentiment, c'est plutôt qu'eux auront des frondeurs et pas nous. La moitié qui vient de la société civile n'a jamais été élue pour l'instant. Ce serait de nouveaux élus. Absolument. C'est une volonté, ça, de renouveler le personnel politique avec limitation des mandats Oui, limitation du mandat dans le temps, en plus de la limitation géographique des mandats, probablement une limitation à 3, et avec l'idée que l'Assemblée nationale doit ressembler au visage qu'offre la société française. Vous avez un commerçant qui est présent à l'Assemblée nationale. Vous avez une surreprésentation des personnes retraitées, parce que ça laisse le temps de faire la politique, des gens issus de la fonction publique et des professions libérales. C'est-à-dire des métiers où vous pouvez prendre du temps sur le vôtre, où vous avez des mises en disponibilité ou des retours possibles. Un salarié aujourd'hui qui voudrait s'engager dans une élection législative, c'est extrêmement compliqué. C'est coûteux. Ça prend 2 à 3 mois de campagne où vous ne pouvez pas objectivement remplir votre mission dans l'entreprise où vous êtes. Et donc, c'est une barrière à l'entrée terrible. Il y a une autre forme d'autocensure chez les femmes. On a lancé des candidatures. On a reçu, dans les premières semaines, seulement 15% de candidatures féminines. Oui. Et donc, on a fait ce travail. Aujourd'hui, on a doublé ce taux-là. Comment vous l'expliquez, d'ailleurs ? Beaucoup d'autocensure. Beaucoup de craintes, très franchement, de l'ambiance politique du pays aujourd'hui et la violence absolue des échanges politiques freinent non seulement les femmes, mais les jeunes hommes aussi, qui disent voilà, moi j'ai 35 ou 40 ou 45 ans, j'ai une vie professionnelle accomplie, j'ai une famille, je ne vais pas aller me mettre dans un exercice où ma vie personnelle va être déballée, je vais subir les pires attaques. Très franchement, je peux comprendre les réticences des uns et des autres. Mais c'est à ce prix-là qu'on arrivera à renouveler à la fois l'Assemblée nationale, la manière de faire la loi, la manière de contrôler l'action du gouvernement. Et très franchement, quand on voit ce que des professionnels de la politique ont fait de ce Parlement depuis 30 ans, je suis à peu près certain que des non-professionnels de la politique feront mieux. Alors, est-ce que quand François Bayrou a annoncé qu'il faisait un accord avec Macron, vous avez sauté de joie, j'imagine ? Nous, vous savez, on a souvent dit que c'était un homme seul, qu'il n'était pas accompagné, etc. Donc, on ne va pas, désormais que certaines personnalités reconnues, François Bayrou, c'est une personnalité politique importante de la vie politique française, candidat à 3 reprises à l'élection présidentielle, avec ce score dont chacun se souvient en 2007, sur une ligne politique qui est en cohérence avec ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand il est venu avec le projet d'alliance, il n'y avait pas de difficulté. La meilleure rémunération du travail, c'était sur la table. Loi sur la moralisation de la vie publique en termes de probité. Les statuts d'En Marche, qui datent du 6 avril 2016, prévoient déjà l'interdiction pour nos futurs parlementaires d'embaucher des gens de la famille. On n'a pas attendu les affaires des dernières semaines pour faire ça. Et au mois d'octobre à Strasbourg, Emmanuel Macron s'était longuement exprimé sur les questions de probité. Donc on a trouvé des cohérences et des convergences intellectuelles avec François Bayrou. Et pas de truc d'arrière-boutique, comme vous disiez il y a quelques instants, entre l'UDI vous avez bien négocié des petites choses pour les législatives. Non, parce qu'en vérité, si on fait ça... Il joue sa survie, Bayrou, là, quand même, pour les législatives. Aujourd'hui, il y a un député MoDem, Thierry Robert, qui nous a rejoint 3 semaines avant François Bayrou. Donc, on n'est pas sur un sujet d'appareil. On n'est pas sur ces négociations-là pour une raison simple, c'est que si on fait ça, les gens nous font crédit de notre sincérité. Si on fait comme les autres, on le fera moins bien parce qu'ils le font depuis 30 ans, et 2, on perdra la sincérité. C'est notre principal atout pour les gens et pour nos adhérents. Vous seriez les seuls à incarner la probité ça n'est pas ce que je dis, mais en revanche, la politique française. Ce dont je peux vous assurer, c'est qu'il n'y aura pas de discussion d'appareil et qu'un soutien ne vaut ni un fléchissement de la ligne politique, ni une investiture législative. C'est un message donné pour tous ceux qui, demain, imagineraient venir négocier un ralliement de dernière minute. Vous savez, il y a eu les mitterrandiens du 11 mai, il n'y aura pas les macronistes du 24 avril. C'est vous alors qui avez dit on ne prendra pas les crevards chez Emmanuel Macron ? On n'emploie pas ce terme-là. Vous savez, cette phrase a été phrase a été commentée, elle n'est pas sourcée. Mais enfin, vous ne le dites pas comme ça, mais c'est un peu ce que vous dites quand même. Vous savez, non. Pas de ralliement de la 25e heure. Pas de ralliement de la 25e heure, ça c'est évident, mais j'ai trop de respect pour les responsables politiques, trop de respect pour les élus de ce pays pour parler en ces termes-là. Oui, mais et d'un mot sur Bayrou, il avait vraiment une autre possibilité qui se ferait à lui aujourd'hui, où finalement c'est quand même un peu résigné qu'il s'est rallié à Emmanuel Macron. Écoutez, pensez que François Bayrou fait ses choix par
comment dire, de manière résignée, c'est, je crois, mal connaître, la liberté qui a toujours été la sienne dans la vie politique française. Je crois qu'il a fait ce soutien et cette alliance avec sincérité. Certains annonçaient des bataillons de ralliement autour d'Emmanuel Macron, et certains disaient chez vous, mais on n'est pas la SPA des socialistes. Mais écoutez quand même ce que disait le ministre Jean-Marie Le Guen, c'était ce matin assez dur pour Benoît Hamon. Dans l'état actuel des choses, moi et des dizaines d'autres parlementaires, nous ne pouvons pas donner notre parrainage à Benoît Hamon. C'est pour ça que je fais un appel un peu solennel à son attitude. Je pense qu'il faut qu'il rectifie l'orientation de sa campagne. Alors, vous dites par ici la bonne soupe ou restez chez vous, on n'a pas besoin de vous? Nous, ceux qui souhaitent demain soutenir la démarche engagée, qui le font avec sincérité, qui n'ont pas eu des propos orthogonaux à l'égard des valeurs portées par le mouvement, sur la question européenne, sur le modèle économique et social, sur la vision de la justice qui est la nôtre, sont les bienvenus. Il faut le faire avec sincérité et sans arrière-pensée. C'est aussi simple que cela. Qu'est-ce que vous préférez? Des ralliements au compte-gouttes? On a vu par exemple ce week-end Christophe Carèche, député socialiste qui vous a rejoint, au compte-gouttes ou d'un bloc? D'un bloc qui arrive. D'un bloc, ça signifie un accord d'appareil, et vous aurez compris que la démarche qui est la nôtre ne s'inscrit pas dans des accords d'appareil. Et c'est la seule manière de fonctionner pour vous. Et vous espérez un soutien de François Hollande ou Nous ne l'avons pas sollicité, nous ne le sollicitons pas pour une raison simple, c'est que Emmanuel Macron a d'ailleurs eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. C'est-à-dire que le président de la République doit exercer son mandat jusqu'à son terme, qu'il est au-dessus des partis, c'est l'esprit des institutions, c'est l'esprit de la Ve République, et qu'il n'est sans doute pas de son rôle d'intervenir dans le cadre d'une élection. Donc ce soutien n'est pas sollicité dans le cadre de cette élection. Alors Emmanuel Macron est repassé ces derniers jours devant François Fillon dans les intentions de vote, alors qu'à un moment donné, les courbes s'étaient croisées. Et sa base électorale, c'est-à-dire la solidité de l'engagement des gens qui aujourd'hui disent qu'ils vont voter pour lui, s'est renforcée assez considérablement, d'une 20aine de points. Est-ce que vous voyez là un effet Bayrou ? Je pense qu'il y a un effet lié à l'alliance avec François Bayrou. Je pense aussi que, à force de dire qu'il n'avait pas de projet, les Français se sont aussi intéressés à ce qu'on a mis en ligne sur le site, puisqu'il y a déjà 80 à 100 propositions qui sont parfaitement accessibles sur le site d'En Marche, qu'ils ont lues, qu'ils voient que sur les territoires, c'est nous qui menons campagne. La semaine dernière, nous avons organisé 1500 réunions publiques dans le pays, et les gens y viennent nombreux, ils viennent écouter. Ils voient que il nous arrive d'avoir des débats en notre sein et que parfois les gens ne sont pas d'accord, et c'est sans doute cet esprit qui n'est pas un esprit de caporalisation des esprits est très différent de ce qui se fait parfois dans d'autres partis. C'est un espace de liberté un peu nouveau où les gens ont envie de s'engager. Moi, je mets ça sur le compte de différents facteurs. Je ne crois pas à un facteur qui permet de gagner 4 ou 5 points. Par ailleurs, je tiens non pas à distance, mais enfin, on regarde avec parcimonie les enquêtes. Vous savez, ça nous évite d'avoir à les commenter quand elles sont mauvaises, d'en dire du bien quand elles sont bonnes. Donc, on s'en tient. Et le fait de vous trouver dans la... raisonnée. Je l'ai dit, on est au mois de février, mais l'idée de vous trouver dans la situation de Juppé il y a 3 mois, c'est-à-dire un peu le favori, ça vous... Écoutez, la favorite des sondages, c'est Marine Le Pen pour l'instant. Et les scores qui, au second tour, font qu'aujourd'hui, elle est autour d'un socle de 40% dans le duel face à Emmanuel Macron, et elle est même à un peu plus de 40% dans l'hypothèse où François Fillon se qualifie, font de Marine Le Pen non pas une candidate sérieuse pour le second tour, mais une candidate sérieuse pour l'accession à la présidence de la République. Et donc, nous, notre objectif, c'est de virer en tête du premier tour, de faire en sorte qu'elle ne soit pas, elle, le premier parti de France à l'issue de ce premier tour de l'élection présidentielle. La tâche est immense. Nous sommes regardés de l'étranger. Nos voisins européens nous regardent inquiets, parce que ce serait un très mauvais signal envoyé à nos voisins, un très mauvais signal envoyé notamment à nos partenaires commerciaux à l'étranger. Et donc, il est de notre responsabilité de consolider ce vote, de cristalliser les électeurs. Et puis, vous savez, les Français vont entrer de plein pied dans cette élection présidentielle, là, au mois de mars. Nous y sommes, nous, plongés parce que c'est notre quotidien depuis des mois. Les Français ont 7 semaines désormais pour lire les projets, interroger les candidats, écouter les débats. Et ils se feront leur opinion à l'issue de ces 7 semaines. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On va marquer une petite pause, le temps de faire un tour d'horizon de l'actualité et se retrouver dans 5 minutes à peu près. C'est ça. Ouais. À tout de suite.